Bon, la réconciliation, c'est un sujet qui a été mis de côté, malheureusement, en Côte d'Ivoire. On est sorti de la crise ivoirienne, on s'est mis à travailler comme s'il ne s'était rien passé. Et le processus de réconciliation avec la commission Vérité, Justice a fait un rapport et c'est resté dans des tiroirs. Donc on n'a pas eu de processus où on s'est assis pour dire qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pourquoi les victimes, comment réparer, comment se pardonner et comment partir sur un nouveau pied. Donc, tant qu'on ne fait pas ce processus, on aura toujours une cohésion fragile. Donc, ça, c'est le constat. Et c'est pour ça que je compte engager, une fois élu, rapidement un processus de réconciliation. Ma première décision, ce sera de faire revenir tous ceux qui sont en exil, contraints, forcés, ou qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas en sécurité, pour qu'on puisse se retrouver en Côte d'Ivoire, engager un vrai dialogue pour avoir notre réconciliation. Mais tous ceux qui avaient envie de rentrer, ils sont rentrés. Oui, mais il y en a qui sont encore dehors. Est-ce qu'ils sont empêchés de rentrer? À partir du moment où eux-mêmes s'excluent, c'est qu'ils ont des craintes. Donc il faut mettre ces craintes de côté, que tout le monde puisse rentrer et qu'on puisse engager une vraie discussion. Pour Jean-Louis Billon, les Ivoiriens, en ce moment, on a besoin de réconciliation parce qu'on est divisé. Il y a encore des divisions. Il y a encore du ressenti de la crise passée. Et puis, bon, moi j'ai vécu la crise ivoirienne. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des parents, j'ai perdu des biens. À aucun moment, je me suis retrouvé devant une institution ou qui que ce soit pour me dire « bon, on va évaluer ceci, on va évaluer cela ». À aucun moment. Donc imaginez pour les autres. Vous venez d'évoquer pourtant la CDVR qui avait été mise en place. On a le PNCS et tout ça qui était là aussi, M. Billon. Oui, mais ils ne sont pas venus me dire, M. Billon, votre maison a été détruite à Dabakala, votre maison a été détruite à Abidjan, vous avez perdu tant d'employés, on vous a pillé ceci dans vos entreprises. Personne. Il n'y a pas eu de réparation pour vous? Il n'y a pas eu de réparation. On ne peut pas réparer les vies perdues, on ne peut pas les ramener. Mais on peut, quelque part, compenser sur le plan matériel et dédommager, ne serait-ce qu'un temps soit peu, ceux qui ont perdu un être cher. Dans toutes les crises, à un moment donné, on s'assoit, on tire les conclusions de la crise pour que ça ne se reproduise plus. Et ce processus n'a pas été engagé en Côte d'Ivoire. Cheikh Ahmed. Oui, monsieur le candidat. Alors, en parlant du chantier de la paix et de la cohésion sociale, vous savez que l'Ouest a été l'une des parties du pays les plus marquées par cette crise post-électorale. Alors nous, récemment, nous avons été à Guiglo, dans l'Ouest du pays, en ce qui concerne le forum pour la paix dans le Grand Ouest. Alors, pendant le forum, il y a eu un diagnostic communautaire participatif où les peuples qui y vivent, notamment les peuples les plus connus, les Lobis, les Malinké, les Baoulés, les Burkinabés, ont eu le courage de relever des problèmes qui minent le vivre ensemble et la cohésion dans l'Ouest. Parmi ces problèmes, il y avait notamment les questions des tensions foncières, les questions d'accès à la terre, les questions aussi du pouvoir autour du local et aussi de la chefferie. Alors, quelle stratégie vous comptez mettre en place justement pour qu'il y ait une résolution effective et efficiente des conflits locaux? Alors, d'abord, il faut qu'on puisse reposer sur nos traditions. Nous avons la Chambre des rois et des chefs et nous avons des traditions propres à nous. La première base de conciliation, ça a toujours été les chefferies locales, respecter les us et coutumes de là où on se trouve. En ce qui concerne la question foncière, il y a toujours eu un problème en Côte d'Ivoire, c'est cette juxtaposition du droit coutumier et du droit civil. On ne peut pas juxtaposer les deux droits et dire vous devez payer d'un côté des droits coutumiers et de l'autre des taxes foncières. À un moment donné, il faut qu'on choisisse. Un État moderne, ce sont des taxes foncières. Il faut qu'on arrive à avoir un cadastre rural et un cadastre urbain. Quand vous achetez une terre, vous avez un titre foncier et vous payez des taxes dessus. Et vous pouvez ensuite hypothéquer cette terre, la donner en garantie pour avoir un emprunt. Ça peut dynamiser votre agriculture. Mais quand on reste là où les us et coutumes vous disent cette terre était à moi, vous l'avez achetée à la mauvaise chefferie, on va toujours rester dans les conflits. Donc, la première approche avec les us et coutumes, mais il faut que le droit, à savoir le code civil que nous avons, et
l'autorité étatique puisse dire, à un moment donné, voilà la règle que l'on choisit, et on s'accorde dessus. Tous les pays sont passés par là, il ne faut pas croire. En Europe, il y avait des seigneuries. Ils ont fini par légiférer là-dessus pour avoir un cadastre rural. Nous, on a les mêmes problèmes. Problèmes d'identification, problèmes communautaires, problèmes fonciers. C'est pas avoir le problème, c'est savoir y apporter une réponse qui est important. Et ensemble, moi, je saurais y apporter des réponses. Et quand vous dites, moi, président, j'instaurerai, je vais préserver, je ramènerai la paix, certains vous disent, la paix existe déjà. Oui, elle existe. Elle existe pour l'instant, en apparence du moins, et elle reste toujours fragile. C'est pour ça que tous les aspects confligènes qu'il y a dans nos textes, qu'il y a à gauche et à droite, on doit pouvoir s'asseoir, les identifier. Selon vous, clairement, qu'est-ce qui menace la paix? Bon, la cohésion fragile. Regardez, tout à l'heure, M. Boni a parlé du processus électoral et les craintes qu'il y avait. Pourquoi? Parce qu'on ne s'accorde pas complètement sur le processus électoral. Il faut qu'on s'accorde sur tout ça. Et que demain, on puisse dire, nous avons confiance en notre Constitution, nous avons confiance en nos institutions, nous avons confiance en notre justice. Mais quand vous n'avez pas confiance en votre justice, en vos institutions, la paix est fragile. Donc, je veux engager des réformes des régulateurs sociaux, justice, police, gendarmerie, tout ça, pour dire, on a confiance. Il faut que l'Ivoirien se réconcilie avec son administration, avec son État, avec son système, qu'il ait confiance en son système. Mais tant qu'on aura des problèmes de gouvernance par-ci, par-là, où les parents vont financer des concours pour un enfant. Quel concours? Un concours administratif. Lesquels, par exemple? La police, ou bien rentrer... Financer, c'est dire quoi? Financer parce que les concours, d'abord, sont payants pour s'inscrire, d'une part. Et d'autre part, malheureusement... Les frais d'inscription, vous voulez dire? Les frais d'inscription, je commence par ça. Et malheureusement, il y a aussi, il faut le dire, de la corruption dans les concours. Il y a une injustice. Si vous arrivez à payer, ou bien si vous connaissez quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, vous allez être admis, mais... On paye où? Ah, ça, il y a un système en place. Mais ce n'est pas en faisant l'autruche. On le sait. Tous les Ivoiriens qui sont passés par là vous le disent. D'accord. Pour être policier, il faut payer 1,5 million. Pour être inspecteur, il y a un tarif. Pour être commissaire, il y a un tarif. Donc c'est connu. Donc tout ça, ce sont des facteurs de manque de cohésion sociale. La paix en Côte d'Ivoire, quel est votre regard? La sécurité, je voulais dire. Non, pour l'instant, la sécurité existe. Il y a eu d'énormes moyens déployés pour la sécurité, donc nous avons une sécurité. Il y a toujours de la criminologie, mais tous les pays connaissent la criminologie. D'accord. Allez-y, Boni. À propos de la sécurité, monsieur le ministre, le nord de la Côte d'Ivoire fait l'objet de menaces permanentes. On a aussi des pays autour de nous qui ne sont pas réellement en odeur de sécurité avec nous. Une sorte de tension qui existe encore de la Côte d'Ivoire et ces pays, il faut les citer, l'AES. Vous, président de la République, quel sera votre projet pour stabiliser cette zone et en particulier la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens soient assez sereins? Je précise que le président sortant, candidat à sa succession, a annoncé sa candidature parce que ces questions de défense et sécurité sont des préoccupations réelles pour lui. Bon, c'est une préoccupation pour nous tous. En tant qu'Ivoiriens, on ne peut pas être sourd, insensible et aveugle aux questions de sécurité. Surtout que moi je suis de Dabakala, je ne suis pas très loin de Kafolo, de Teini, que j'ai visité. Je tiens à dire d'ailleurs que je suis le seul des candidats à y être allé et à passer la nuit dans la région. Quelque temps avant, il y a eu une attaque, quelque temps après, il y a eu une attaque. Ça ne m'a pas empêché d'y aller, il y a des personnes qui y vivent, il y a des personnes qui y travaillent, donc ça fait partie intégrale de la Côte d'Ivoire. Il y a un dispositif de sécurité important. Malheureusement, il y a des infiltrations, des attaques terroristes, aussi bien du côté de la Côte d'Ivoire que du côté du Burkina Faso. Avec les pays de l'AES, ce sont des pays frères. Il peut y avoir des mésententes politiques, mais rien n'est surmontable. Et moi, dès les premiers instants, je me rendrai chez eux pour discuter de paix, de coopération, pour qu'on parte sur un pied nouveau.
c'est par la coopération que nous allons mettre un terme au terrorisme. C'est un fléau qui touche l'ensemble des pays de la sous-région, du Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Niger. C'est une question qui nous interpelle tous. Cheikh Bakayoko. Monsieur le candidat, dans votre manifeste, on a cru voir que vous comptez apporter un souffle nouveau à la police et à la gendarmerie, mais les derniers indices des menaces à la sécurité pour la Côte d'Ivoire sont quand même notables, sont assez honorables quand même, puisqu'on est passé de 1.3, je pense qu'on sera à 1.1 d'ici à 2030. Alors c'est des chiffres qui augurent, sinon qui révèlent le travail remarquable qui abattent nos forces de l'ordre. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire justement pour donner ce souffle nouveau que vous comptez insuffler à nos polices et à nos gendarmeries? Est-ce que ce sera peut-être sur la carte du recrutement que vous allez tabler, ou est-ce que ce sera par exemple au niveau de la formation? Quel est le chantier? C'est sûr tout ça. D'abord au niveau dès le recrutement, ensuite la formation, l'école de police, l'école de gendarmerie, et les comportements qui doivent changer. Parce que malheureusement, on a tous vu, vous parlez de la sécurité, il y en a qui se sentent en insécurité. Quand vous êtes dans le secteur transport aujourd'hui, et que vous avez votre véhicule qui prend la route tous les jours, qui fait des allers-retours, qui se fait arrêter à divers barrages, et on sait que ces divers barrages sont des guichets payants. Il en existe encore? Il en existe encore beaucoup, malheureusement. Sur l'autoroute, au carrefour, il y en a partout aujourd'hui. Si vous êtes transporteur, vous vivez cela. C'est une fiscalité qui est une fiscalité informelle. Donc ça, c'est une insécurité financière. Il y a toute une éducation à avoir. Il faut comprendre que un véhicule qui peut faire 3 rotations dans une journée et qui ne fait qu'une seule rotation, 1 à cause de l'état de la route, 2 à cause du nombre de barrages et du nombre d'heures perdues dans ces barrages-là, c'est le coût de la vie qui augmente. Parce que tout ça, c'est répercuté sur les produits transportés. Donc cette insécurité... Les voyages de nuit se font? Oui, peut-être. Les voyages de nuit se font, mais vous avez... Je ne dis pas que moi-même je voyage de nuit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sécurité. Oui. Je vous parle d'une autre forme d'insécurité. Et de toutes les façons... il y a des efforts qui ont été faits, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'investissements dedans, mais à un moment donné, il faut qu'on forme mieux et que ces agents-là comprennent qu'ils sont là pour protéger et servir. Vous avez été longtemps au cœur du système que vous critiquez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en vous? Bon, déjà, j'ai toujours été critique, j'ai toujours été indépendant. Quand vous dites j'ai été au cœur du système, j'ai été ministre. Nous étions en accord politique RHDP avant que le RHDP ne devienne un parti politique. Dans le cadre de l'accord politique, nous avons participé au gouvernement. Donc, une grosse partie du bilan du président Ouattara est également notre bilan à nous. Et moi, j'aime dire, la meilleure partie de ce bilan, c'est quand nous y étions. Depuis, il y a eu un ralentissement, parce qu'on sent un essoufflement. Bon, donc, pourquoi je suis critique? J'ai toujours été critique d'abord. J'ai toujours dit on peut mieux faire. Même au sein du gouvernement auquel je participais, j'étais reconnu pour être toujours très critique. D'accord. Vous dites vouloir réconcilier les Ivoiriens. Quelles seront, dès les 100 premiers jours, quelles seront vos actions pour rassembler? Bon, déjà, je l'ai dit, faire rentrer tous ceux qui sont à l'extérieur, commencer à travailler sur le processus de réconciliation et engager très vite les réformes des régulateurs sociaux. Bon. D'accord. Et vous plaidez pour une rupture générationnelle également. Vous pensez qu'il faut couper tout de suite avec la vieille garde? Vous parliez de... Il ne s'agit pas de chasser la vieille garde, c'est pas du tout ça. Mais à un moment donné, on doit rajeunir la classe politique. Donc je veux apporter du sang neuf. On a toujours besoin de l'expérience des autres. Naturellement, il faut respecter les gens qui ont vécu, n'est-ce pas? Donc mais les seniors sont là pour accompagner. Ils ont préparé la route. Et il vaut mieux assister ceux qui vont emprunter cette route de votre vivant, de votre vécu, plutôt que d'attendre de partir définitivement et de nous voir nous étriper demain pour accéder au pouvoir. Une des grosses erreurs, je vais dire la seule, concernant le président Félix Houphouët-Boigny, c'était sa longévité au pouvoir.
il est resté très longtemps au pouvoir. Et quand il est resté longtemps au pouvoir, les dernières années, il ne se passait plus rien en termes d'investissement. Tout s'est figé et tout le monde attendait l'après Houphouët. Il ne faudrait pas que l'on tombe dans le même climat et voir les héritiers politiques s'étriper et accentuer une instabilité politique. Monsieur Billon, Jean-Louis Eugène Billon, la souveraineté économique.